Bien, bonjour tout le monde. Vous êtes pas 12, c'est pas possible. Il y a plus que 12 personnes dans le chat, mais l'indicateur, il a toujours un petit cran de retard. Bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui, on va parler de nouveau de jouets, comme la dernière fois. Et je suis en compagnie de Fabien de l'ARPAC. Alors, le mieux, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de te présenter, Fabien, tu te connais mieux que je ne te connais toi. Donc, tu vas le faire toi-même. Et puis, comme ça nous permettra de voir tout de suite si les gens t'entendent. Donc, vas-y, c'est parti, Fabien, c'est à toi. Super. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Fabien, 34 ans. Donc, j'habite dans le sud-ouest et je travaille bénévolement pour l'association ARPAC qui milite pour le rétablissement du port d'armes citoyen, entre autres. Et à côté de ça, j'ai bossé depuis mes 21 ans dans les forces de l'ordre. Je suis toujours dans les forces de l'ordre. Et oui, j'aimerais que des citoyens formés d'une manière assez proche des forces de l'ordre puissent euh, permettre de porter de manière dissimulée une arme sur eux parmi des critères qu'on a établis au sein de l'association. Ouais. Donc voilà, en gros, le Alors, dessin de pour, ce que je fais là. pour vous donner un peu de contexte, donc en juillet, j'ai dit que j'étais favorable à un port d'armes citoyen comme décrit par exemple par l'ARPAC, ce qui ne veut absolument pas dire, comme j'ai pu l'entendre, que je suis pour le Far West où chacun a un gun dans la poche et en fait ce qu'il veut, etc. Mais bon, comme d'habitude, les propos sont vite déformés. Et donc, du coup, Fabien qui a vu ça a dit ça serait bien qu'on en discute une fois en live, etc. J'aimerais bien mettre ça sur ma chaîne YouTube. On a réfléchi à la manière dont on pouvait faire ça de manière logistique et on est arrivé à la conclusion que le plus simple c'était de faire un live Twitch, de récupérer la vidéo sur Twitch et qu'ensuite Fabien puisse le balancer sur la chaîne YouTube de l'ARPAC. Et donc, l'idée, c'est de discuter aujourd'hui, notamment, comme je l'ai déjà un petit peu fait, d'oplophobie, par exemple. Alors, je précise juste un truc, c'est que Fabien ne voit pas le chat, d'ailleurs moi non plus je ne l'ai pas en retour. Ah oui, c'est parce qu'il est sous la caméra, ça va mieux marcher comme ça, voilà. Donc Fabien ne voit pas le chat, donc il va falloir que je lui donne vos questions si vous en avez. Et en fait il voit pas d'image du tout, parce qu'il est au taf, là il est sur son téléphone et il a juste Discord. Ouais. Donc lui, il est aveugle en fait. Et on a Argos qui dit je suis hoplophobe, je quitte le live, c'est trop pour moi. Bien entendu, c'est une blague. Et merci Gaël pour le renouvellement, ça fait déjà 4 mois, dis donc. Ok, donc comme à la base, ça devait être une interview de moi par Fabien, je vais essayer de pas, de pas donner l'impression que c'est l'inverse, même si ça se passe du coup sur ma chaîne Twitch. Et je vais laisser Fabien ouvrir le... C'est pas vraiment un débat du coup, mais je vais le laisser commencer. Et puis Fabien, vas-y, c'est comme tu le sens. Oui, alors c'est chez toi, donc c'est toi qui fais comme tu veux. Non, mais c'est vrai que quand voilà, je t'ai vu en parler un tout petit peu, tu as fait du très bon boulot, je trouve, de contact des oplophobes, justement, de démystification de l'arme en tant qu'objet animé voilà, de violence. Et tu le présentais comme un jouet. Alors, c'est quelque chose que j'avais pas encore fait jusque-là pour parler justement à des oplophobes. Et je trouvais ça assez pertinent, puisque de toute façon, il y en a qui le considèrent comme tel et pas autre chose, et pas un outil de défense, ce que on peut tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que déjà, faire travailler les personnes qui sont vraiment oplophobes, hein, je parle, les personnes qui pensent que voilà, un couteau sera moins dangereux qu'une arme à feu, par exemple. Mais c'est vrai que ça leur permet de leur montrer que voilà, c'est un objet inanimé et que seulement les personnes qui sont aux fraises ou qui ont des mauvaises intentions vont faire des dégâts avec. Et le fait de le tourner comme une sorte d'outil de loisir, c'est très intéressant, je trouve, pour ma part. Alors nous, bien sûr, on va le détourner plutôt comme un outil, hein. Ça, c'est plutôt la vision des survivalistes et des professionnels des forces de l'ordre ou de la sécurité. Nous, on préfère parler d'outils, forcément, puisqu'on travaille avec. Mais aussi pour un citoyen, le fait de le voir comme un outil au même titre que un brise-vitre ou quelque chose comme ça, voilà, ça va avoir une J'ai utilisation particulière. j'ai soudainement envie de te faire une métaphore filée. Imaginons, t'es un gosse, d'accord, et on t'offre à Noël une trottinette. Donc ta trottinette, ça va être un jouet. Maintenant, imaginons
imaginons que nous avons affaire à, je sais pas moi, une invasion de zombies, comment on dit, merde, ouais, enfin une apocalypse zombie, d'accord? Alors, schéma tout à fait hypothétique, hein. Mais du coup, ta trottinette qui était un jouet, vu qu'il n'y a plus d'essence, plus d'électricité, tout ça, ça devient un moyen pour toi de te déplacer plus vite pour aller chercher ta subsistance dans les magasins abandonnés ou je sais pas quoi. Donc ton jouet se transforme en outil. Mais à un moment ou un autre, tu vas croiser un zombie et le seul moyen que tu as de lui fracasser le crâne, c'est de lui balancer ta trottinette. Et là, du coup, ça devient une arme. Et donc, bon, évidemment, c'est très imagé, etc. Mais ça montre bien qu'un même objet peut être à la fois un jouet, un outil et une arme. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je vous ai mis la caméra là avec des jouets, parce que ce qui est légalement une arme, moi, me sert uniquement pour la distraction. Ce sont donc des jouets. Et là, ça c'est un jouet, ça c'est un jouet, et ça c'est un outil. Parce que ça, c'est bêtement un couteau de cuisine. Seulement, si j'ai ça qui traîne sur la table, ça va choquer personne. Si j'ai ça qui traîne sur la table, ça met tout de suite plus les gens plus mal à l'aise. Alors qu'en vrai, dans l'état, là, le plus dangereux des trois, c'est le couteau. D'ailleurs, quand je fais ça, je regarde bien où je pose ma main. Parce qu'en vrai, si je pose ma main là, je risque rien. Si je pose ma main là, je risque rien. Si je la pose là, je risque de me couper. Parce que mine de rien, c'est un vrai couteau de cuisine. D'accord? Et le truc, c'est que des trois, c'est probablement aussi le plus efficace pour faire des dégâts. Les gens ont toujours peur que, je sais pas moi, par exemple, ah tu te rends compte, si tu pètes un câble, tu peux te servir du flingue, etc. Mais en vrai, les gens qui font des crises de démence ou ce genre de choses, en général, ils sont pas vraiment eux-mêmes, ils ont pas vraiment tous leurs esprits. Donc, utiliser un objet aussi compliqué à utiliser que ça, c'est moyennement à leur portée, en fait. Les gens qui dérapent complètement, ils ont plus tendance à se servir de leurs poings, d'objets contondants ou d'objets simples, en fait, pour faire du tort à quelqu'un. Et qui font plus de dégâts, en plus. Et qui font plus de dégâts. Parce qu'en vrai, pour mettre en œuvre ça, là, tout de suite, il faut garnir un chargeur, il faut approvisionner l'arme, il faut la charger, il faut trouver où est le cran de sûreté, donc il faut la charger, donc tu ramènes la culasse en arrière, machin, etc. Ensuite, il faut viser. N'imaginez pas que ça se fait comme dans les jeux vidéo, hein. Viser avec une arme de poing, comme ça, c'est loin d'être évident. Vous seriez étonné à 10 ou 15 mètres du nombre de gens qui mettent à côté de la cible. Par contre, ça, il suffit de le prendre en main. On est à 3 mètres en général pour les altercations armes à feu, bien souvent, entre 3 et 7 mètres, un grand maximum. Hein, donc, Voilà. Sinon, au-delà d'une certaine distance, ça devient vraiment difficile de toucher une cible, et encore plus si elle bouge et si t'es pas entraîné, etc. Ça, il suffit de marcher droit devant et de planter partout où ça va. C'est con, hein. Mais pour dire que si vous mettez deux personnes qui sont pas du tout entraînées ni aux armes blanches ni aux armes à feu dans une pièce, l'un vous lui filez un Glock, l'autre vous lui filez un couteau, et vous dites le premier qui est mort a perdu, c'est un jeu étrange, hein, on est d'accord, mais moi je mets mes billes sur celui qui a le couteau. Hein. Tout à fait, tout à fait. Même, ça, même au niveau des forces de l'ordre, on l'enseigne de plus en plus. À une époque, on se voilait un petit peu la face, hein. On leur disait, bon, bah, le mec en face a un couteau, bah, tu sors le bâton. Hein. Et puis on s'est rendu compte que le bâton, bah, face à un couteau, il y en avait un qui se faisait piquer, l'autre non. Quoi. Je t'interromps juste une seconde. Il y a Jack Corax qui nous dit pour moi, on enfonce un peu des portes ouvertes. Je suis suisse, du coup, je vais vous laisser. Le travail est déjà fait. Ouais. Voilà. Alors, moi, je sais que la Suisse est le deuxième pays le plus armé au monde en nombre d'armes par habitant. Hein, on cite toujours les États-Unis, mais on cite plus rarement la Suisse. Et c'est pas les États-Unis et tous derrière à la file très très loin. Hein. Il y a les États-Unis, il y a la Suisse qui est bon loin derrière, mais les États-Unis, franchement, ils pètent le game, d'accord ? La Suisse qui est un peu plus loin derrière. Derrière la Suisse, il y a le Mexique. Le Mexique, faut pas oublier que c'est un pays qui est très armé à cause notamment des gangs et tout ça. Il y a énormément d'armes qui circulent au Mexique. Et il y en a plus en Suisse. Il y a une différence entre armes légales et armes non déclarées. Oui, voilà, ouais. Et, mais donc, du coup, je suppose que la Suisse doit être quand même un argument qui revient régulièrement à l'ARPAC. Donc, je vais te laisser en parler parce que tu connais probablement un peu mieux le sujet que moi. Oui, alors ce qui est important, c'est les armes surtout déclarées dont il faut parler, puisque
quand on regarde au niveau des statistiques ou de ce qui se passe à l'année, ne serait-ce qu'à l'année, des cas d'usage des armes de manière en légitime défense ou non, hein, mais qui aboutissent à des meurtres, c'est extrêmement rare que ça vienne d'une arme correctement déclarée. D'ailleurs, en général, on le sait jamais. Les journalistes ne s'appuient pas trop là-dessus. Eux, ce qui les intéresse, c'est voilà, attaque à main armée ou non, mais ils s'en fichent de savoir si c'est des armes légales ou non. Bien Ça, par contre, entendu. c'est très important pour nous. Bien entendu, parce que... nous, on essaye de défendre ça. Ouais. Exactement, parce que là, on parle d'armes légales. Mais celui qui fait entrer en douce une arme par les pays de l'Est ou ce genre de choses, on n'est pas dans le même cas. Là, on parle d'armes qui sont achetées en armurerie, donc qui sont déclarées en préfecture. À tout moment, n'importe qui est dans la gendarmerie, la police ou quoi, est en mesure de savoir exactement ce que j'ai chez moi. Et dans le cas des armes de catégorie B, ils savent même dans quelle pièce, dans quel coffre, etc. Donc c'est des armes, tout le monde sait qu'elles existent. Et surtout, un machin comme ça, c'est cher. Hein. On est bien d'accord que t'achètes pas ça comme tu vas acheter une brique de lait. Bon, c'est pas que c'est beaucoup plus difficile de se le procurer, mais c'est plus cher. Et donc, quand tu as ça chez toi, que tu t'es fait chier à l'acheter, etc., tu n'as pas envie d'aller faire le mariole avec, parce que je vous garantis que le moindre délire avec, genre, j'ai envie de me faire un frisson et je le planque sous l'anorak juste pour aller faire mes courses avec, pour dire je suis armé, sans aucune intention de faire du tort à qui que ce soit. Et ça se voit, ça se sait ou n'importe quoi. Je vous garantis qu'on vient dans la journée chercher tous mes flingues chez moi et je n'ai plus le droit d'en avoir. Les armes légales, c'est obtenu selon des critères quand même, disons, ça rigole pas avec. Voilà, ça rigole pas avec ça. Par contre, tu vas effectivement chez Carouf, t'en prends une boîte de 10 et personne va te demander si c'est en préfecture ou quoi. Et les armes venues d'Europe de l'Est, eh ben, c'est exactement la même chose. Et les attentats qui sont faits par arme à feu, les braquages par arme à feu, etc., c'est dans l'écrasante majorité des cas des armes illégales. C'est ça, marché noir, qui viennent, comme tu l'as dit, de certains pays où, voilà, où malheureusement, au niveau des frontières, l'accès est tellement facile que, comme le trafic de tabac ou autre, hein, c'est le même système. Mais c'est ça qui est important de parler, c'est que voilà, les gros accidents dont on entend parler, ce n'est jamais des armes déclarées. Et voilà. Pourtant, l'Europe embête à chaque fois les détenteurs légaux, parce que c'est tellement facile de restreindre, comme tu disais, les fusils à pompe en catégorie B, des choses comme ça, parce que ça montre... Mais par contre, quand tu restreins les armes légales, tu n'as aucun impact sur les armes illégales, parce que les armes illégales ne viennent pas du marché légal. C'est pas des armes légales qui d'un coup tombent du camion et deviennent illégales. Non, c'est des armes qui viennent de l'étranger. Donc tu peux interdire toutes les armes légales en France, il y aura toujours autant d'armes illégales. Par contre, là, j'ai un commentaire de Jimmy et Loco, un truc comme ça, qui dit il serait bien aussi de mettre en corrélation le niveau de vie des personnes. Un Suisse qui touche 15K francs suisses par mois utilisera moins qu'un États-Unien qui touche 500 dollars par mois. Alors j'irais même plus loin, je dirais que le problème c'est pas le Suisse qui touche 15 000 balles par mois, c'est l'écart de niveau de vie dans la société. Parce que c'est ce que je disais la dernière fois, la Suisse, c'est vrai que c'est un pays globalement riche, où, bon, évidemment, il y a des pauvres comme partout, mais il ne va pas y avoir les mêmes problèmes qu'aux États-Unis, où tu vas être, par exemple, à proximité de la frontière mexicaine, où il y a énormément de gens qui essayent de passer la frontière pour arriver dans l'Eldorado états-unien, mais ils se retrouvent pauvres, sans ressources, etc. Et c'est un fait, on se retrouve avec plus de délinquance. C'est pareil pour les populations noires aux États-Unis. Les États-Unis, alors les États-Unis, c'est vaste et on ne peut pas tout résumer à les États-Unis. Mais il y a encore énormément d'États, notamment dans le Sud, qui sont extrêmement racistes. Donc quand tu es noir, tu vas avoir plus de mal à trouver un boulot, tu vas être moins respecté globalement dans la rue par les forces de l'ordre, par les blancs, par tout ce que tu veux. Donc quand tu as du mal à trouver du boulot, quand les gens ne te respectent pas, etc., ben, tu es plus tenté de tomber dans la délinquance. Je juge pas, hein, je pense que je ferai pas forcément différemment, mais du coup ça veut dire aussi une population qui est beaucoup plus divisée, et donc des cas de violence, de braquage, de machin, tout ça qui sont exacerbés par rapport à un pays comme la Suisse où globalement ça peut beaucoup mieux se passer. Et donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut pas juste regarder le pays le plus armé et dire c'est là où il y a le plus de problèmes. Il faut regarder la société dont on parle.
Parce que, Oui, comme tu disais, c'est très culturel parce que pour le Mexique, par exemple, outre le fait que ce soit des armes détenues de manière illégale pour une grosse partie, j'imagine, c'est aussi peut-être un problème socioculturel. Donc c'est très variable. Mais pour le cas des États-Unis, si tu veux, on peut vite faire le débunkage du cas des États-Unis rapidement, parce que de toute façon, on vas-y, y vient. vas-y. Mais ça, c'est le plus gros argument qu'on nous donne, souvent à tort. C'est voilà, aux États-Unis, c'est le Far West, ça va être pareil en France. Alors déjà, aux États-Unis, faut faire la différence entre ce qu'il y a à la télé et ce qui se passe en vrai, déjà. Mais Alors, avant que tu après, détailles, je vais il y a quand juste même... aussi, ouais, avant que tu détailles, je vais juste dire un truc aussi. ouais. C'est aux États-Unis, les statistiques de meurtres ou d'homicides, je sais pas comment on va dire, sont plus importantes pour les armes blanches que pour les armes à feu. Donc, même dans le pays le plus Oui. armé du monde, il y a plus de gens qui se font planter que de gens qui se font tirer dessus. Voilà, je voulais juste dire Après, ça, je tu peux ne vais pas continuer. parler de trop de statistiques, mais parce qu'après, c'est pareil, si tu enlèves tous les homicides qui se terminent en suicide, qui sont en fait des suicides, bon, c'est pareil, finalement, les altercations à l'arme à feu descendent déjà beaucoup. Si tu enlèves les armes illégales, c'est pareil. Enfin voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que c'est une multitude de pays différents, en fait. C'est des États, mais moi j'appelle ça presque des pays, en fait, hein. C'est ça. J'ai appris récemment que, par exemple, au Colorado, le port d'armes était obligatoire. Tu es obligé d'avoir un Non, CCW, un ah, ça, concept je carry. savais Ouais, pas ouais, ça. ouais. Ah, C'est putain. obligatoire si tu veux vivre au Colorado. Ah la vache. Et alors que par exemple, tu prends, alors c'est souvent des États très démocrates et des très grosses villes, tu prends New York, Chicago, la Californie, Los Angeles, c'est très compliqué. Alors effectivement, tu peux avoir des armes puisqu'ils ont quand même un second abonnement, mais pour le port d'armes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des Alors États où sachant c'est que purement et souvent, simplement interdit, hein. voilà. Alors, par exemple, tu prends en Californie, tu n'as pas le droit au poignet pistolet sur les AR-15. Alors ils te rajoutent un truc qui t'empêche de. C'est très compliqué, ils te rajoutent des détails comme pour nous, les fusils à pompe. Donc il y a des États où c'est très difficile. Tu vas à New York pour avoir un permis de port d'armes citoyen, c'est très compliqué. Ça ne t'empêche pas d'aller au stand, etc., comme chez nous. Mais voilà, il faut vraiment faire la différence là-dessus. Par exemple, ils font une grosse différence entre l'open carry, donc tu peux te balader avec l'arme à la ceinture voyante. Pour eux, ça, tu n'as même pas besoin de demande dans certains États. Mhm. Alors que le permis dissimulé, là, il faut faire une demande, etc. Parce que justement, c'est dissimulé, c'est caché. Mais Donc ça, globalement, il faut faire très attention. il faut bien se dire qu'aux États-Unis, il y a une cinquantaine d'États et qui ont chacun leur loi. Donc on ne peut pas juste dire les États-Unis. C'est faire un C'est ça. énorme raccourci. Tu vas dans les États du Sud, tu as du open carry. Tu vas dans certains États du Nord, c'est purement et simplement interdit. Tu as les gun free zones où il n'y a juste pas de C'est gun, ça, etc. Enfin, j'allais en y théorie. venir. J'allais y venir sur les gun free zones. Si on prend tous les gros attentats qu'il y a eu, surtout dans les écoles, et le problème des écoles, c'est que c'est des gun free zones, justement des zones où les armes sont interdites. Et Mhm. on a beaucoup, alors ça, vous allez sur le site de l'ARPAC, vous regardez les événements, etc. On les traite, on les traduit bien souvent. Et bien souvent, là, dans les attentats qu'il y a eu dans les écoles, c'était des personnes qui avaient des autorisations de port d'armes, qui retournaient à leur véhicule pour récupérer leurs armes détenues légalement, pour intervenir sur la menace actuelle. Puisque là, c'est une course contre la montre un petit peu, hein. Ouais, ouais. Faut vraiment aller très vite, ça ils l'ont compris après au niveau des forces de l'ordre. Mais voilà, c'est le gros problème des gun free zones. Les types qui ont des idées voilà, comme ça de meurtre, ils vont pas s'amuser à aller dans un bar où il y a que des mecs barbus avec des bottes de cow-boy, etc., où ils savent qu'il va y avoir des mecs armés, ils vont aller voilà, dans des gun free zones, des endroits où les armes sont interdites. C'est Et ça. comme quoi, ça prouve bien que derrière ça, il faut une. Vous appelez la police, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est pas parce qu'ils vont venir avec des matraques télescopiques, c'est parce qu'ils sont armés, hein. C'est pour ça que vous les appelez, c'est pas pour venir faire de la déco chez vous. Donc, c'est la réponse à apporter. Il y a pas meilleur outil pour la défense, de toute façon. Alors, alors déjà, on nous a posé la question du cas de l'Australie. Alors, je connais pas bien le cas de l'Australie, mais je crois savoir que là-bas, les armes sont purement et simplement interdites. Là, j'ai aussi Alrox qui dit Hello, les armes illégales aux USA sont à la base des armes légales qui sont volées ou revendues. Donc, moins d'armes légales égale moins d'armes illégales. Sur ce point, c'est assez simple. Quand tu regardes les origines des armes illégales, ce sont à la base des armes achetées légalement. Pour information, l'argument de l'arme légale pour arrêter la personne armée en gun free zone est fausse. Il n'y a qu'un seul cas de figure où c'est un citoyen armé qui a arrêté une tuerie.
Est-ce que Non, il n'y a tu... pas qu'un seul cas de figure. On reprend par exemple le Texas où le type abat un prêtre, il se prend un pruneau par un monsieur d'une cinquantaine d'années, enfin un ancien qui a très bien réagi. Il a tout de suite fait usage de son arme détenue légalement. Et enfin, je vois pas comment ça aurait fini comme dans plein d'autres endroits où il y avait personne qui était armé. Et il y a juste beaucoup plus de morts, c'est tout. C'est juste une balance. Alors après, effectivement, si on est pour une société où il y a très peu d'armes en circulation, bah, on aura toujours, parce que les Vauriens, lui, eux, ils respectent pas la loi. C'est ça la grosse différence, c'est que eux, ils n'ont pas besoin de faire de papier, de détention, etc. Eux, de toute Oui. façon, ils veulent une arme, ils vont aller la trouver. Alors, l'argument, par contre, en disant que c'est les armes légales qui finissent forcément sur le marché illégal, alors oui, si tu vas en Serbie récupérer une arme légale en Serbie qui a servi à l'armée, je dis, les armes donc c'est des catégories A pour nous en France. Aller chercher une arme de catégorie A qui a été revendue à l'armée ou quoi, euh, ça a été une arme légale dans un corps d'armée, mais détenue par un civil, enfin c'est illégal. Mais c'est pareil en France, par exemple, on a des manifestations des fois où des forces de l'ordre se font voler des armes, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Effectivement, on va se retrouver avec des armes qui ont été achetées légalement par un État et qui vont finir dans les mains de vauriens. Mais c'est pas pour autant qu'elle est légale dans les mains d'un vaurien. Enfin, dans ces cas-là, alors on part de ce fait-là, on interdit les armes à feu pour les forces de l'ordre, comme certains partis politiques qui voulaient le faire. Et puis alors, dans ces cas-là, s'il y a des cambrioleurs chez toi, tu appelles la police, ils viennent avec juste des bâtons. Je pense que tu auras vite envie qu'ils soient équipés un peu plus que ça pour venir te secourir, parce que ça va être très léger, quoi. Ouais, alors, Vraiment, après, bon, je sais pas, parce que là, il parlait du cas des je États-Unis. généralise. Mais quand bien même ça serait le cas aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à rien de comparer le cas des États-Unis avec le reste du monde ou l'Europe, tout simplement. On est dans un cas radicalement différent. Et puis je le redis, parce que bon, moi, il y a un argument qu'on me sort souvent, c'est est-ce que tu crois que le fait qu'il y ait plus d'armes en circulation en France serait un bienfait pour la société? Sous-entendu, s'il y a plus d'armes, statistiquement, il y aura plus d'accidents, il y aura plus de dérapages, il y aura plus de machin. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait plus d'armes, hein. Je crois pas que On est personne n'ait d'accord. jamais dit qu'il fallait plus d'armes. On le dit, c'est un fait. Il y a déjà entre 15 et 20 millions d'armes en circulation en France, si tu prends les légales et les illégales. Et pourtant, il n'y a pas de tuerie de masse tous les 2 jours. C'est bien que la société n'est pas la même, le rapport aux armes n'est pas la même, etc. C'est bien de C'est ça ça. dont on cause. Pour faire le point en Europe, par exemple, on a la République tchèque qui a autorisé le port d'armes citoyen depuis pas très longtemps. Alors, j'ai pas l'année en tête, mais c'est il y a 5 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mhm. C'était suite aux premières attaques terroristes. Et le président a dit, voilà, alors je fais confiance à certains de citoyens qui font la demande. Alors, ils ont une épreuve théorique et pratique. L'épreuve théorique est assez longue, hein, et bon, malheureusement, de manière régulière, on n'a pas beaucoup de retours d'informations sur ces pays-là, mais il y aurait eu des grosses tueries avec l'aide ou l'usage d'une arme comme ça, on en aurait entendu parler. Donc pour l'instant, ça a l'air de se passer quand même plutôt très bien. En Lituanie, c'est le cas aussi. En Suisse, c'est le cas aussi. C'est pareil, hein, on ne le donne pas à n'importe qui. Hein, c'est pas. Mais ça Effectivement, n'a vous avez jamais pouvoir été la donner. question. Il n'a jamais été Voilà. question de filer un flingue à n'importe qui, mais carrément pas. Et c'est même plutôt tout le contraire. Le but, c'est que uniquement les gens qui sont capables de porter ça sans foutre le bordel, les gens qui ont ah merde, comment on dit, la psychologie adaptée, un bon rapport aux armes, à la sécurité, etc. Et on parle quand même d'une formation qui est similaire à celle des gendarmes ou de la police, qui d'ailleurs bénéficient, eux, d'un port d'armes en France. Si je dis pas de Oui, conneries. alors il faut savoir que les gendarmes et les policiers nationaux, maintenant, ont la possibilité de porter leur arme hors service en faisant une demande écrite, hein. Il y a des petits trucs à faire. Et justement, il y avait des lois qui essayaient de passer pour les autoriser à rentrer dans des endroits où jusqu'alors c'était interdit. Après, très honnêtement, il y a encore pas mal de collègues à moi qui travaillent dans les forces de l'ordre qui sont aussi réticents à prendre leur arme de service hors service, hein. Donc, c'est pas pour autant qu'on vous donne le choix que vous allez le faire systématiquement et de manière continue. Voilà, alors Maintenant, d'ailleurs, moi, ça me rassurerait. Moi, je suis pour que, par exemple, quand je vais faire mes courses, le fait de savoir qu'il y ait des personnels des forces de l'ordre qui soient porteurs d'une arme, ça me rassurerait beaucoup plus, hein.
De savoir que plus il y en a, plus je me Je sens en vais, sécurité. je vais juste aussi préciser un truc, hein. Le fait que j'ai dit que je sois favorable à ce genre de choses, donc effectivement, moi demain il y a un gendarme en civil sous le blouson caché, hein. Encore une fois, le but c'est pas Far C'est West ça. Cowboy machin. C'est- Sous le blouson caché, il a un holster avec son arme de service. Moi ça ne me dérange pas. Il le porte déjà toute la journée, qu'il est là pour éventuellement intervenir s'il se passe un truc, etc. Moi ça ne me choque pas. Mais le fait que je sois favorable à ce genre de port d'armes ne veut pas dire que j'y serais favorable pour moi. On en avait parlé en off à Fabien et j'avais dit, vous croyez que je vais me trimballer ça toute la journée? Alors bon, ça a beau être merde, comment on dit, du polymère, machin, c'est pas spécialement lourd, c'est lourd quand même à force. Faut avoir envie de le porter toute la journée, le Glock. Et Oui, puis oui, oui. c'est encombrant, hein, ça rentre pas dans n'importe quelle poche, hein, tu peux pas, voilà, il faut avoir le holster sur toi, il faut le manteau, il faut machin, etc. C'est contraignant. Donc me concernant, moi, enfin voilà, moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir ça sur moi toute la journée. Mais, Mais par contre, oui, c'est vrai que les chargeurs sont lourds. mais, mais par contre, le fait que des gens formés, entraînés, psychologiquement adaptés, etc., puissent avoir ce genre de choses sur eux en cas de besoin, ben je vois pas plus que ça le problème. Encore une fois, si on tient compte des statistiques qui montrent que les armes en France ne représentent pas un problème. Les armes à feu, je le redis, parce que finalement, tous les problèmes qui arrivent en France sont dus à des armes, qu'elles soient blanches, à feu ou quoi, forcément. Parce que quand bien même un mec en assassine un autre avec un manche de pioche, le manche de pioche, du coup, c'est une arme, c'est l'arme avec laquelle il l'a. Voilà. Donc tous les problèmes qui se passent sont dus à des armes. Mais quand il se passe quelque chose de traviole, c'est que quelqu'un le fait avec une arme, qu'elle soit improvisée à destination, à ce que tu veux. C'est pas la faute à l'objet qui est totalement inerte. Lui, je peux le laisser poser 3 semaines sur la table. Là, à aucun moment il va se dire oh tiens, je vais aller tuer quelqu'un. Non, c'est juste un objet, c'est un bout de ferraille et de bois qui n'a aucune volonté propre, et c'est uniquement celui qui va le prendre en main et qui va décider de s'en servir comme une arme qui va en faire une arme. En attendant, c'est ce que je disais, c'est un jouet. Voilà. Ça, c'est exactement la même chose. En parlant du nombre d'armes en circulation, là, tu sais, il y en a eu la question là. Ouais. On va dire que, si tu veux, pour moi, le port d'armes citoyen, comment il va venir, ce serait dans un premier temps l'ensemble des forces de l'ordre qui pourraient bénéficier du port d'armes hors service, ce qui n'est pas le cas actuellement, par exemple pour les polices municipales, Ouais. les militaires en service, les réservistes de la gendarmerie, etc. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ce serait d'abord étendu, voilà, à on va dire une paire de personnes aptes, les retraités de l'arme, etc. Mhm. Et puis après, je pense que les premiers qui seraient dans le viseur de leur PAC et du port d'armes citoyen, ce seraient déjà des gens déjà détenteurs d'armes à feu chez eux Bien entendu. depuis quelques années, ce qui montre que, d'ailleurs, on le voit, il y a quand même beaucoup d'armes en circulation légalement. Et c'est pas pour ça que. Alors, il peut y arriver, et on peut me ressortir. Bon, il y a 3 ans, il y a eu un souci dans tel club de tir, etc. Je dis pas que ça n'arrivera jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a détenu légalement des armes à feu de catégorie B ou C, on s'en fiche, mais depuis plusieurs années sans aucun problème, c'est quelqu'un qui déjà est sage d'esprit, et voilà. Et donc lui, par exemple, après avoir fait, alors il faut que ça rentre dans les critères, mais voilà, peut-être, je pense qu'à mon avis, ceux qui font les premières demandes de port d'armes citoyen, ce seraient des gens comme ça. Donc ça va pas multiplier, alors peut-être il va se prendre peut-être une arme plus adaptée pour un port quotidien, peut-être quelque chose de moins large qu'un Glock, par exemple, ou des choses comme ça. Ça dépend après où vous êtes, hein. Si vous êtes dans le sud de la France, effectivement, il va falloir peut-être prendre quelque chose de plus fin que quelque chose que si vous êtes dans un coin où il fait un peu plus froid, où vous aurez tout le temps un manteau sur vous. C'est vrai que techniquement, c'est plus facile à dissimuler quand on a Alors, plus de... attends, il est où? Merde, je l'ai vu partir. Ouais, quand Tico qui dit va dire aux familles de victimes qui se sont fait tuer par une arme que ce sont des jouets, tu vas voir comment ils vont t'accueillir. Mais j'ai envie de te dire, va dire aux familles des victimes des attentats où les mecs leur ont foncé dessus en camionnette qu'une camionnette c'est juste un outil de travail. En France, je sais pas, est-ce que tu as des statistiques du nombre de cartouches qui sont tirées par an en France? Ça doit se compter en dizaines, voire en centaines de millions. Par rapport à qui? Par rapport à des Tout le entraînements? monde, tout le monde, le stand de tir, tout. Parce que, je veux dire, les armes à feu, les armes à feu,
c'est pas parce que c'est un objet qui à la base avait été conçu pour la guerre ou quoi que aujourd'hui on va s'en servir de la même manière, et c'est pas parce qu'un jour quelqu'un est mort avec que ça justifie l'interdiction totale de l'objet. Alors pour l'arme ça peut vous sembler logique, mais les mecs qui se sont fait poignarder avec ce genre de choses, parce qu'ils doivent être très nombreux, ça je le redis, c'est un couteau à viande de cuisine. Est-ce qu'on va les interdire au prétexte qu'il y a quelqu'un qui un jour s'est fait poignarder avec? Hein, je vais reprendre la question du coup, je vais dire, et quelqu'un dont la fille s'est fait poignarder par exemple par son ex, jaloux, je sais pas quoi, est-ce que du coup ça veut dire que j'ai plus le droit moi d'en avoir en cuisine ou de couper de la viande ou quoi? Alors justement, c'est souvent les femmes qui font la demande aux États-Unis. Il y a un gros pourcentage de femmes qui sont porteuses d'armes en port d'armes citoyen, justement de manière à rééquilibrer cette balance de différence voilà, de musculature entre un homme et une femme, hein. Donc pour ce rapport de force, on parle souvent de rapport de force à l'association, et quelqu'un qui est peut-être qui a une infirmité ou quelque chose comme ça, qui se sent peut-être diminué physiquement, hein, qui serait peut-être Bien plus entendu. vulnérable physiquement, ça rétablit ce rapport de force. Et pour rebondir sur les victimes, etc., Charb avait fait la demande d'un port d'armes citoyen qui avait été refusé. Mhm. Donc, après, c'est pareil. Est-ce qu'au Bataclan, il y aurait eu des personnels armés hors Ouais, service ou c'est des toujours les port d'armes gros citoyens? sujets On ne sait sensibles, pas, ça. ça aurait peut-être suffi pour faire partir plus de monde, pour sauver peut-être plus de monde. Je ne dis Hmm. pas que ça va complètement annuler les choses, mais je pense que ça aurait été un plus. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un grand débat dans le chat là, parce que il faut pas confondre les armes et les armes par destination. Mais encore une fois, je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de manière très intelligente qui dit, du coup, un arc, est-ce que c'est une arme ou un accessoire de sport? Parce Ça qu'aujourd'hui, dépend ce que t'en fais. à Ça part dépend ce que quelques t'en fais. hipsters qui font de la chasse à l'arc, personne ne se sert d'un arc autrement que pour le loisir. Personne n'est censé se servir d'un couteau autrement qu'en cuisine. Et pourtant, ça, c'est l'arme qui cause le plus de morts par an. Alors, pas forcément ce couteau-là, mais les armes blanches, c'est ce qui cause le plus de morts quand on regarde les statistiques des homicides. Et pourtant, ça, vous allez pas dire que c'est une arme. Non, tant que c'est dans ma cuisine, vous allez pas dire que c'est une arme. Par contre, trimballez-vous avec ça dans la rue, et vous allez voir que ça va pas faire long feu. Il y a un de vos voisins qui aura appelé les flics. Le flic, il va venir, il va vous mettre en joue, il va dire tu poses le couteau, etc. Voilà. Parce Tu prends que l'exemple dans la de rue, l'Angleterre en Europe, c'est ça, hein. Ils ont une interdiction. Alors, je crois qu'ils peuvent avoir des armes pour certains clubs. Enfin, c'est très, très, très restreint. Il y a très peu de personnes qui ont des armes à feu en Angleterre. Mhm. Et tu regardes les attaques au couteau en Angleterre, c'est quotidien, quoi, hein. La batte de baseball et les couteaux. Les gens se sont rués sur les battes de baseball en Angleterre parce que c'était la seule chose qu'ils avaient le droit d'avoir. Et voilà, donc. Ça, tu remplaceras pas la décision de la personne de vouloir faire du mal. Ça, c'est que Voilà, c'est il ira ça en prendre fait. un couteau, il ira prendre. Ça, c'est juste C'est lui ça qui va qu'il faut bien la décision. comprendre. C'est que quelqu'un qui a décidé de faire du mal, il fera avec ce qu'il trouvera. Donc évidemment, s'il trouve une arme à feu, il va être tenté de se servir d'une arme à feu. Faut pas oublier qu'une arme à feu, euh, ça fait du bruit aussi, c'est cher, etc. Donc même quand tu es un terroriste, c'est pas évident. Regardez ce qui s'est passé les dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'attentats avec des armes à feu, hein. Il y en a eu, mais c'était pas la généralité. Par contre, quelqu'un qui a décidé de faire du tort, même si vous lui sucrez les armes à feu, s'il a un couteau dans la cuisine, s'il a une camionnette avec laquelle il peut foncer dans la foule, s'il peut juste simplement jeter une pierre sur la tête de quelqu'un, j'en sais rien, il trouvera toujours. Parce que le problème, c'est pas les objets qu'il va utiliser, c'est son intention à la base. Et ça, cet objet-là, dans les mains de quelqu'un qui a les intentions les plus pacifistes du monde, eh ben ça tuera jamais personne. Voilà. C'est l'erreur des personnes, c'est que les personnes pensent que c'est l'objet qui va faire changer la personne. Mais Tu si me c'est le rejoins cas, parce que j'ai parce que ça c'est un truc qu'on voit souvent justement dans l'hoplophobie, c'est les gens ils disent oui mais si j'avais ça chez moi j'aurais peur que je puisse avoir un coup de sang et tirer sur quelqu'un. Mais putain mais si tu penses sincèrement pouvoir avoir un coup de sang et dégommer quelqu'un, oui il y a un problème avec toi en fait. Le problème c'est toi, c'est pas les armes à feu. Si tu te dis que demain tu peux péter un câble et tirer sur ta famille, je suis désolé, mais moi il faudrait, je sais pas, il faudrait que je fasse une crise de démence à un point que, à ce stade-là, je serais même plus capable de me servir d'une arme. Ça me viendrait jamais à l'esprit
De dire je vais tirer sur mon voisin parce qu'il fait trop de bruit, je vais tirer sur ma copine parce qu'elle m'a énervé, je vais tirer sur le chien parce qu'elle a chié sur la moquette, je sais pas, jamais ça me viendrait une seule seconde à C'est pas en temps l'esprit. normal, donc c'est pas parce qu'on te met un calibre dans les mains que tu vas le faire. Je vois pas la différence. La différence n'existe pas, quoi. Alors j'ai Quantico qui nous dit encore le couteau est un accessoire de cuisine, une pioche pour casser du caillou, tous ces objets sont dédiés à... Ah putain ça défile trop vite, sont dédiés à une autre utilisation de base. Une arme à feu est dédiée à l'utilisation de tuer des gens, ça a été inventé dans ce but pour faire la guerre, même si je comprends qu'on s'en serve juste pour tirer au stand. Mais tu sais, Mais je vais l'arc, te c'est dire plus pareil. loin, je vais te donner L'arc, d'autres c'est pareil. exemples. Si tu regardes simplement les Jeux Olympiques, le lancer de marteau, à la base, le marteau, c'est une arme de guerre. Voilà, le marteau que tu lances, comme ça, tu fais tourner, machin, c'est une arme de guerre. Le javelot, c'est une arme de guerre et de chasse. L'arc, c'est une arme de guerre et de chasse. Le couteau, à l'origine, il a été inventé pour quoi, au juste? Pas pour couper la viande, parce qu'avant de couper la viande, fallait la tuer. Donc tout ça, ce sont des armes aussi qui ont été détournées de leur usage premier, y compris le couteau de cuisine, y compris l'arc. Je suis sûr que je peux te trouver d'autres exemples. Tiens, l'équitation. Une gamine qui fait de l'équitation, ça va choquer personne. Et pourtant, à la base, l'équitation est une discipline militaire. À la base, si on a domestiqué le cheval, c'est pour aller pougner son voisin sur son dos. Parce que, je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu la garde montée des flics à cheval, etc. Pour disperser une manif, il n'y a rien de plus efficace. Hein. Voilà, à la base... C'est pour tous ça que je ces parle objets d'outil, sont des armes. souvent. Hein? L'outil, je trouve, a une meilleure définition, que ce soit un arc ou, tu vois, ou un couteau, ou une arme à feu, etc. C'est un outil, parce que l'outil, ça va dépendre de l'usage que tu en fais. Un outil, ça a déjà plusieurs utilités, tu vois. Mhm. Tu peux chasser avec, tu peux manger avec, tu peux. Voilà, c'est beaucoup plus polyvalent, je trouve, que voilà. C'est vrai que si tu peux parler d'un jouet quand il y a une discipline sportive qui se rapproche, qui se rattache à ça, hein. C'est le même cas que pour les voitures, celui qui va faire du rallye avec une voiture, alors que madame de tous les jours va utiliser pour aller à son boulot. Enfin, Voilà, donc, c'est ça. celui Et il qui y veut a un écraser mec, des gens avec, ben voilà, ça va être une arme par destination. Donc, voilà, on en revient au même. on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est toujours l'intention du mec qu'il y a derrière. Et vous ne pourrez pas empêcher les gens d'être complètement fralés. Hein. Petite question concernant les arcs. Est-ce que tu les considères comme étant des armes ou seules les flèches sont considérées comme des armes? Ben, alors, je vais te reposer la question. Est-ce que tu considères une balle de pistolet comme une arme ou est-ce qu'elle doit être associée au pistolet pour en être une? Alors, j'ai un début de réponse quand même. Hein. Les munitions, c'est pas en vente libre. Donc, c'est bien que les deux doivent aller ensemble. Mais une flèche n'a aucun intérêt sans son arc. Une balle, c'est pareil. Hein. C'est l'utilisation que tu en fais. C'est-à-dire Ouais. que tu prends une munition pour déclencher un piège ou quoi, bah, ça va être utilisé comme une arme. Tu prends une flèche d'un arc pour aller t'amuser à piquer ton voisin, ça va être considéré comme une arme. C'est l'utilisation que tu vas en faire, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je parle souvent de voilà, d'outils. La flèche avec l'arc. L'arc, tu peux très bien t'en servir comme pour du sport. Et puis le lendemain, alors tu as des arcs plus ou moins faits, je ne m'y connais pas trop, mais Bien tu as des arcs qui sont entendu. plus faits pour la chasse que pour le sport et inversement. Mais je veux dire, à la base, c'est un outil. Effectivement, si on remonte dans l'ancien temps, l'arc, c'était uniquement servi pour chasser. Maintenant, on en fait un sport. Voilà, c'est l'utilisation que vous en faites. C'est pas pour autant que ça va être dangereux à manipuler si tu le fais correctement. C'est D'ailleurs, toujours je le pareil. redis, hein, mais des trois objets que j'ai là sur ma table, là tout de suite le plus dangereux, c'est celui-ci. Parce que si je mets ma main comme ça, je peux faire ça, je peux faire ce que je veux. Ils sont tous vides, il n'y a pas de chargeur, machin. Lui, il est complètement vide, etc. Bien entendu, je les ai encore revérifiés avant, parce qu'on le fait toujours. Par contre, lui, sa lame, là, je peux pas l'enlever. Hein. Le fil du couteau, il est toujours coupant. Donc si je mets ma main comme ça, ce que je risque le plus, c'est de me couper, et ça sera avec celui-là. Là, les deux pistolets là, la seule chose que je peux espérer faire avec, c'est éventuellement essayer de fracasser le crâne de quelqu'un. Et encore une fois, je vois pas pourquoi j'irais faire ça. Je le redis, hein, mais si je pose ça sur la table et que vous vous sentez mal à l'aise en disant oh, mais t'imagines si j'ai un coup de sang, je pourrais tuer quelqu'un avec. Ouais, mais ça serait exactement pareil avec ça. Pourtant, quand il est T'as posé pas de sur la couteau table de la habituellement, cuisine, donc quand un couteau est posé sur la table de la cuisine, si tu le regardes en te disant oh, mon Dieu, je pourrais avoir un coup de sang et défoncer tout le monde, il faut que tu ailles voir un psy quand même, parce que si à chaque fois que tu vois un le couteau, tu problème vient de t'imagines toi, que tu oui. vas découper tout le monde, il y a un problème quoi. Voilà. Mais tu parlais de l'équitation, tu sais, et c'est vrai qu'il y a des sports comme ça, que tu prends l'équitation, tu prends le ski.
le ski, le nombre de décès au ski, c'est horrible. Même en parlant Oui, souvent, mais mais on n'interdit c'est pas les le ski. enfants qui trinquent. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est pas pour autant qu'il faut pas aller skier ou pas faire d'équitation, quoi. C'est Bah, en toujours, fait, toujours pareil. je te dirais même plus que le tir sportif est une des activités les moins dangereuses en France. Alors, je ne sais pas à quel point, je peux juste te dire que j'ai regardé un petit peu les statistiques Oui. d'accidents en France sur le sport, et l'alpinisme, la plongée, l'équitation, le vélo et ces trucs-là sont très bien représentés. Je croyais aussi le rafting, ou je sais plus, tu sais, le canoë quand tu descends. Voilà, bon, alors évidemment, tout le monde ne pratique pas ça, mais l'équitation, c'est un des sports les plus pratiqués en France. Il y a énormément de blessures au foot, à vélo, il y a des morts, il y a des gens qui ont des accidents de la route en trottinette, je l'ai déjà dit. Et, euh, et dans les stands de tir, bah, une fois de temps en temps, tu vas entendre parler d'un mec qui a tiré au plafond parce qu'il a mal manipulé son arme. Mais le dernier cas d'un mec qui s'est blessé vraiment en stand de tir, je sais pas à quand ça remonte. Alors qu'il y a il y a combien de licenciés en France? 200 000, un truc comme ça. Bon, taquet, Euh, ouais, ouais, ouais. Si tu mets le ball trap avec, oui, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. voilà. Mais la meilleure comparaison, je pense, c'est vraiment la voiture, parce que l'arme à feu et la voiture, pour les deux, tu ne peux pas le conduire comme ça, à moins de, voilà, Exactement. Il d'aller faut, dans acheter les deux une cas, il faut un voiture. permis. Dans les deux cas, il te faut une formation initiale pour voilà, savoir t'en servir. Et dans les deux cas, ça peut être un outil très dangereux. Donc, dangereux. Donc, je trouve que c'est bien. Après, c'est toi qui en fais ce que soit tu choisis de respecter les règles, de t'arrêter au feu rouge, de faire ce qu'il faut, soit le jour où tu as envie, tu peux très bien renverser tout le monde, et tu ne le fais pas. Parce Hmm. que tu raisonnes. Oui. C'est pas parce que on te met une Parce voiture que dans t'es les pas un mains que ça va psychopathe. changer Voilà. voilà. Ça, un très bon rapport, je pense, pour les gens qui s'y connaissent pas trop là-dedans. Il faut vraiment penser là-dessus, quoi. Alors là, il y a des gens qui me disent Arnaud, est-ce que tu pourrais nous représenter ton invité? Parce qu'on est pas mal à être arrivé en cours de route. Donc, bah, écoute, le plus simple, c'est Fabien, tu vas toi te représenter. Mais Donc, donc, on va dire que là, je suis là en tant que bénévole d'une association qui milite pour le rétablissement du port d'armes citoyen, parce que ça a déjà existé il y a très longtemps. mhm. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais voilà, en fait, c'est pour nous un droit fondamental. Alors, vous allez me parler du deuxième amendement, etc. C'est vrai que ça s'en rapproche, mais c'est le droit de pouvoir te défendre. Tu ne peux pas avoir dans ton petit sac à main un gendarme ou un policier national en uniforme prêt à sortir dès que tu as une agression. Tu as toujours un délai minimum, que ce soit 3 minutes, un quart d'heure, 30 minutes. Tu as toujours un délai. De toute façon, c'est comme les pompiers. On ne peut pas avoir un pompier dans sa trousse de secours tous les jours. Par Donc, contre, avoir un là, extincteur à la maison, ça peut être intelligent. exactement, exactement. C'est une très bonne. Ouais, ouais. Et donc, on milite là-dessus pour avoir le droit. Alors, selon certains critères, je te laisserai aller sur le site internet de l'ARPAC, mais on a mis sur pied des critères particuliers pour les futures personnes qui seraient intéressées à être détenteurs d'une arme à feu. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde. Et voilà, avec une formation qui se rapprocherait des forces de l'ordre. Donc moi, je suis bénévole dans cette association-là. Je travaille dans différentes cellules. On a travaillé par exemple, j'ai travaillé sur un examen pratique, puisque je suis tireur sportif, en plus d'être dans les forces de l'ordre. Et donc, j'ai travaillé sur un examen pratique pour justement l'obtention de ce port d'armes citoyen, qui existe déjà dans certains pays de l'Union européenne, Lituanie, République tchèque, les Suisses ont un port d'armes citoyen aussi. Et voilà, et ça marche plutôt bien. C'est pas tout le monde qui l'a, c'est pas tout le monde qui fait la demande. Mais voilà, et dans un premier temps, peut-être l'étendre à toutes les forces de l'ordre, les retraités de l'arme. C'est des propositions de loi qui sont régulièrement proposées par des maires, par des députés, voilà, et qui sont jamais retenues. Mais les propositions de loi reviennent régulièrement. Hein, donc là-dessus, hein, je parle de l'extension pour les retraités de l'arme, les militaires de carrière, etc. Ça, c'est souvent proposé de leur octroyer un droit au port d'armes hors service. Donc voilà, un jour Alors, on va venir là-dessus, je pense, et j'espère plus tard arriver au port d'armes citoyen. Alors, je vois que le chat est absolument déchaîné. Il y a notamment des gens qui disent pourquoi il n'y a personne pour contre-argumenter. Mais je le redis juste, en fait, c'est pas un débat. Hein. À la base, c'était Fabien qui voulait m'interviewer pour l'ARPAC. Puis on a dit, bah, on fait ça sur la chaîne Twitch. Donc, on est juste en train d'exprimer notre point de vue. Mais il n'y a pas de débat. Mais par contre, si vous voulez vraiment qu'on débatte de chacun des arguments moisis que je vois défiler dans le chat, comme par exemple, ça va être comme aux États-Unis,
On en a parlé. Non, déjà, on ne peut pas dire les États-Unis. Les États-Unis, c'est 50 États qui ont chacun leur loi à eux, chacun leur réglementation sur les armes à eux, etc. Encore une fois, prendre le cas des États-Unis où il y a le plus d'armes et le plus de morts par arme à feu, c'est faire un énorme raccourci parce qu'il y a énormément d'autres choses à prendre en compte, etc. Donc, si vous revenez systématiquement avec les mêmes arguments, à un moment, on a évoqué ça tout à l'heure. Encore une fois, on donne avant tout notre point de vue. Mais on ne peut pas revenir en boucle sur ces arguments qui font surtout appel à l'affect et pas à des faits. Parce que les faits, si vous regardez les statistiques, je le redis, mais compte tenu du nombre d'armes qu'il y a déjà en circulation en France, n'imaginez pas que les armes sont interdites en France. Les armes sont très courantes. Il doit bien y avoir une arme pour 3 personnes en France. Et pourtant, ça ressemble pas trop au Far West, c'est étrange quand même. C'est donc qu'il doit y avoir d'autres éléments à prendre en compte. Et c'est ce qu'on essaye de dire aujourd'hui. Après, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Nous, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les gens se posent la question. C'est pas de faire de tout le monde qui est sur le chat là, des pros port armes. Oui, encore une fois, moi c'est pareil. Tout ce qu'on fait là, c'est donner notre point de vue et le pourquoi du comment. Mais on n'est pas en train de vous dire, allez vous acheter un gun, etc. Vous voulez pas de gun, n'achetez pas de gun. Y a absolument rien dans ce sens-là. Ne voyez pas non plus là-dedans de la propagande pour dire il faut plus d'armes ou quoi. Fabien, lui, il défend cette histoire de port d'armes parce que lui-même, il est dans les forces de l'ordre. Moi, je trouve que c'est une idée pas déconnante et on m'a pas mal épinglé là-dessus parce que, oh mon Dieu, Astronogie qui possède que des armes illégales, etc. Je vous garantis que là, tout est légal. D'accord Donc, entre toutes ces conneries, on s'est juste dit non, on va en discuter, mettre les choses à plat. Et on avait dit aussi qu'on parlerait un peu d'oplophobie. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas trop parlé. L'oplophobie, c'est un mot qu'il faut que j'utilise souvent, oplophobie, pour qu'il me rentre dans la tête. Parce que il y a encore pas longtemps, je ne connaissais pas ce terme exact. C'est la phobie des armes. Je connaissais le concept de phobie des armes, j'y suis confronté très régulièrement, mais je ne connaissais pas le mot oplophobie. Et donc, je vais vous faire une expérience de pensée là maintenant, tout de suite, d'accord ? Imaginons que chez moi j'ai un vivarium. J'ai un vivarium avec une belle mygale dedans, une Terraphosa grande comme ça, une super gentille bestiole qui ferait pas de mal, enfin si, elle ferait du mal à une mouche, mais pas à vous, d'accord ? C'est pas méchant comme bestiole, c'est pas dangereux non plus, à moins d'être allergique, mais c'est des cas extrêmement rares, d'accord ? Bon, donc imaginons j'ai un vivarium chez moi avec une mygale dedans, et j'invite un pote à dîner. Et quand il s'installe, il n'est pas à l'aise. Il fixe constamment le vivarium du regard. Il veut pas s'asseoir dos au vivarium, etc. Et évidemment, il s'en cache pas. Il est arachnophobe. Alors je lui dis, alors écoute, si tu veux, on peut faire une expérience. Je la mets sur la table, là. Elle va strictement rien te faire, j'en suis sûr à 200%, parce que c'est une espèce qui n'est pas dangereuse, d'accord ? Donc je la mets là, et puis tu la laisses simplement marcher sur ta main, ou un truc comme ça, tu vas voir, c'est pas trop... ça va rien te faire. Et alors là, l'arachnophobe, ce qu'il va faire, il va dire, écoute, non, je suis arachnophobe, je sais qu'elle ne va rien me faire, mais c'est une peur irraisonnée, je n'ai pas envie. Et je vais respecter ça. Je vais lui dire, écoute, si tu veux pas y toucher, elle reste dans son vivarium, il n'y a aucun problème, d'accord ? Par contre, dans le cas de l'oplophobie, imaginons maintenant que j'ai ce petit bad boy là accroché au mur. Ce qui est tout à fait possible, c'est une arme de catégorie D, il n'a pas résidé dans son coffre, etc. Je peux l'avoir en déco au-dessus de la cheminée. Bon, imaginons, j'ai ce bad boy qui est accroché au mur. Et j'invite maintenant, non pas un arachnophobe, mais un oplophobe. Et l'oplophobe, pareil, il va être mal à l'aise parce que, putain, il y a un pistolet accroché au mur. Et puis, ça se trouve, il y a encore le sabre de papy à côté, ou tu vois, ce genre de choses. Je vais lui dire, écoute, il va rien te faire, j'en suis sûr à 100% parce qu'il est déchargé, il est mis en sécurité, etc. Regarde, je le mets sur la table et tu le manipules si tu veux. La différence avec l'arachnophobe, c'est que l'oplophobe ne dira jamais, écoute, j'ai bien conscience qu'il ne va rien me faire, mais c'est une peur irraisonnée, donc je préfère pas. Non, l'oplophobe va systématiquement essayer de contre-argumenter en disant, oui, mais c'est une arme, oui, mais c'est fait pour tuer, oui, mais il est dangereux quand même, oui, mais. Il aura toujours un argument pour ne pas y toucher, alors que l'arachnophobe, il va dire, je sais qu'elle va rien me faire l'araignée, mais c'est plus fort que moi. L'oplophobe ne dira jamais, je sais qu'il va rien me faire ton pistolet, mais c'est plus fort que moi. Il aura toujours un argument. Et si
j'insiste, une phobie, c'est une peur irraisonnée. Enfin, il y a un fond derrière, il y a probablement un traumatisme, quelque chose qui s'est transformé en phobie, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de raison logique à la peur là tout de suite. Les gens qui ont peur des araignées, ils vont te dire c'est à cause des longues pattes, il y a trop de pattes, elles courent trop vite, etc. Mais c'est pas des arguments pour dire qu'une araignée fait peur. Je veux dire, mon chien, il a beaucoup de pattes et il court vite, hein. Il en a moins qu'une araignée, mais il a beaucoup de pattes et il court vite et il est poilu aussi. Et pourtant, un arachnophobe va pas en avoir peur. C'est une peur qui est logée au plus profond de vous et qui a probablement une origine traumatique, etc., mais qui n'a pas de raison logique là tout de suite. Voilà. Oui, le problème, c'est que l'arme à feu est très édulcorée souvent. On a un côté un peu fantasmatique de l'arme à feu, on la voit tellement souvent à la télé, etc., que les gens ont peut-être une idée préconçue de ce que c'est quand ils ne connaissent pas du tout, hein. Donc le problème du service militaire, hein, tous ceux qui ont fait le service militaire, ils ont touché à une arme et du coup ils savent ce que c'est, ce que ça ne fait pas, voilà, c'est pas magique, hein. Et peut-être, du coup, il faudrait arriver à démystifier ce côté-là, ce qui est difficile à faire en France, en tout cas, parce qu'on essaye de travailler. Voilà, le côté, voilà, la vision de l'objet outil, hein, alors effectivement, ça peut faire mal, ça peut servir de sport, ça peut être utilisé comme un jouet. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis à propos de l'image qu'on a des armes, notamment dans les films et les jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, une arme, c'est très facile à utiliser. Tu es un mec, je sais pas, je prends l'exemple de Far Cry, un truc comme ça, t'es un neuneu échoué sur une île déserte, tu trouves une mitrailleuse lourde, hop, tu sais tout de suite la mettre en œuvre, y a pas de problème, et t'arroses tout le monde, et tu la recharges en 3 secondes, y a pas de problème. Dans les films, le mec, il se prend de balle, il est allongé, il est mort direct, etc. Mais en vrai, ça se passe pas comme ça. Il y a énormément de... Il y a une statistique qui est très intéressante qui était donnée par Lucky Gunner, une chaîne YouTube états-unienne, enfin américaine, enfin bon bref, on s'en bat les couilles. Le mec expliquait que, c'est une statistique très sérieuse, hein, qui expliquait que aux États-Unis, il y a donc énormément de gens qui portent une arme sur eux, en autodéfense, en ce que tu veux. Il y a une statistique qui montre que 30% des agresseurs, 60% des agresseurs qui ont pris une balle de 22 long rifle, alors la 22 long rifle c'est pas gros, mais c'est se prendre une balle quand même, 60% des agresseurs continuent leur agression. C'est pas, ils partent en titubant et machin, ils continuent leur agression. Ce chiffre tombe à 30% quand les mecs ont pris 2 balles. Mais ça veut dire que tu viens de coller 2 balles à un mec et il continue à t'agresser. Donc on est loin de l'image du film où le mec il se prend une balle, il tombe raide mort et il est mort. Parce que dans un film aussi, il se prend une balle, il est mort. Voilà. Alors qu'en vrai, quand tu t'es pris ta balle, il faut d'abord quand même un petit peu que tu te vides de ton sang, que tu machin, t'es en état de choc, t'es rarement mort dans la seconde. Donc il faut bien se dire que beaucoup de gens ont une image des armes à feu qui est celle des films. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour l'astronomie. Parce que le nombre de fois où on me demande pourquoi dans le film Interstellar, les vaisseaux font pas de bruit ou ce genre de choses, non, c'est parce que vous avez trop regardé Star Wars et vous êtes fait une image de l'espace qui n'est pas réaliste. Ce qu'on voit à la télé de l'espace n'est pas réaliste. Et c'est vrai pour les armes à feu, c'est vrai pour beaucoup de choses en fait. Si tu prends une balle dans la tête, ça m'étonnerait que tu te relèves. Et ben figure-toi que la majorité des gens qui meurent d'une balle dans la tête meurent de l'hémorragie, mais pas de la balle qui se loge dans la tête. La mort, souvent, n'est pas instantanée non plus. Tu as ceux qui se tirent derrière les globes oculaires, tu sais, ils deviennent aveugles, mais le cerveau qui ici, du coup, n'est rarement touché, donc du coup, c'est pareil. Donc il y a tête et tête, quoi, c'est toujours pareil. Voilà. Alors effectivement, si tu te défends et que tu arrives à mettre une balle en pleine tête à ton agresseur, alors déjà champion du monde, Ouais. et puis bon, déjà on t'apprend pas ça, on essaye de viser les parties les plus larges, hein, on ne cherche pas, même pour le port d'armes citoyen, l'idée c'est pas de neutraliser ton agresseur, c'est de te défendre tout simplement, parce que tu vas pas aller chercher, tu vas essayer de te défendre, tu vas faire ce que tu peux. Et voilà, et le but c'est d'arriver à stopper l'agresseur. On ne cherche pas à se venger, sinon au niveau juridique, il y a un grand écart. Oui, attention. Hein. C'est vraiment pour la défense de toi-même. Hein. C'est pour ça qu'on est contre tout ce qui est milice ou choses comme ça. Ouais. C'est vraiment Et puis, la défense. après, il faut pas oublier un truc non plus. C'est que quand on parle d'une arme comme ça pour la défense, alors encore une fois, je le redis, hein, mais je ne me sens pas spécialement concerné parce que moi, le port d'armes, pour moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt, je le redis. Mais quand on parle de défense comme ça, moi, ce que je vois surtout d'intéressant là-dedans, c'est le côté psychologique. C'est pas que quelqu'un sorte forcément un gun dès qu'il se passe quelque chose. C'est juste de dire, quand quelqu'un veut faire quelque chose, veut braquer une poste ou une mamie dans la rue ou quoi,
que juste ils se disent, il est possible que là tout de suite, parmi les gens qui m'entourent, il y ait quelqu'un d'armé. Voilà. C'est juste ça. Ouais, dissuasion, la dissuasion, tout simplement. C'est comme l'arme atomique. L'arme atomique, elle a servi elle a servi 2 fois, mais on va dire elle a servi 1 fois, et c'était un cas très particulier parce que personne ne l'avait à part les Américains et tout. Mais depuis, c'est une arme de dissuasion. Personne n'a envie de s'en servir. Personne. C'est juste pour dire on l'a, me cherche pas. Voilà, c'est tout. Alors après, la sortie de l'arme peut suffire déjà à stopper l'agression. Hein. Voilà, dans énormément de cas. Ouais. Alors, j'ai pas les statistiques en tête, et puis parce que c'est pareil, les statistiques, tu en fais un peu ce que tu veux. Oui. Mais c'est vrai que rien que la sortie de l'arme, c'est pour ça que souvent dans la défense personnelle du domicile, le fusil à pompe avec le bruit de la crosse, ne serait-ce ça peut suffire à faire fuir les personnes. C'est pour ça que c'est souvent utilisé, justement pour ne pas être utilisé. Parce qu'on travaille aussi sur la défense du domicile. Hein, de toute façon, moi, je vais dire un truc à propos de la défense du domicile, parce que je le vois, il y a eu énormément de cambriolages dans mon coin il y a 2 ans. En fait, le meilleur moyen de faire fuir un cambrioleur, c'est quand en plein milieu de la nuit, parce que les mecs ils sont complètement flippés, hein, ils rentrent dans une baraque, ils savent pas ce qu'ils attendent, etc. Ils ont quand même envie de vivre. Hein. En général, en plus, les cambriolages, les mecs ils vont partir avec quelques bijoux, ils savent pas si c'est de l'or ou du toc, ils vont en tirer 50 balles chez un marchand d'or et avec un peu de cash. Donc les mecs ils prennent beaucoup de risques pour pas grand chose. Mais le meilleur moyen d'arrêter un cambriolage, alors déjà il faut que vous sachiez un truc, c'est que la majorité des cambriolages arrivent dans une maison vide 2 jours, mais comme le fantasme, disons, c'est le cambriolage de nuit alors que tu es en train de dormir dans la pièce d'à côté, si jamais ça arrive, la meilleure chose à faire, c'est d'allumer toutes les lumières, de sortir de la pièce en gueulant comme un dératé, complètement à poil à la sortie du lit. Et je te garantis que le mec, quand il est dans ton salon, d'un coup la lumière s'allume et puis t'as un mec qui lui fait le zizicoptère en face de lui en gueulant. Son premier réflexe, c'est de vouloir se barrer par la fenêtre. Voilà. C'est ça. Vraiment, moi, mon conseil, si j'avais un conseil à donner pour un cambriolage où vous êtes présent, que ce soit de jour ou de nuit, alors effectivement, tu avais raison de spécifier que les cambriolages arrivent souvent la journée. 9 fois sur 10. Alarme et chien, déjà, 98% des cambriolages, ça s'arrête tout de suite. Et si vraiment ça vous arrive, vous récupérez toutes les personnes de votre maison dans une même pièce, comme ça vous êtes sûr que s'il y a quelqu'un qui passe la porte, ce ne sera pas un gentil. Et vous appelez surtout, vous faites le 17. L'intérêt, c'est de choper le mec. Après, qui vous pique le caméscope, la télé. Déjà, la télé, maintenant, les télés, elles font, ça rentre pas dans ouais, c'est chiant à voler. Donc, non, mais en vrai, dans les cambriolages. C'est ça, le matériel, on s'en fout. Vous laissez piquer ce que vous voulez. Vous appelez le 17 et vous prenez votre famille avec vous. C'est ça votre bien le plus précieux. Après, que le mec, que ça vous foute les boules, que le mec se barre avec votre télé, bon, à la rigueur. Mais c'est pas grave, vous le laissez faire. Le matériel, c'est du matériel. De toute façon, le mec qui se barre avec la télé, il faut déjà qu'il ait le temps de se barrer avec la télé. Parce que souvent, il est rentré par une fenêtre ou quoi. Ta télé qui fait 1m50, il va avoir du mal à la sortir avec discrétion. Donc en général, il cherche les petits objets, les trucs qui ont suffisamment de valeur, faciles à refourguer, parce qu'il faut la refourguer aussi la télé après, etc. Et donc, en général, c'est le cash et les bijoux. Et comme dit, réfléchissez-y une seconde, regardez ce que vous avez comme cash là tout de suite chez vous, alors sauf celui qui a son bas de laine et tout, mais en général vous avez quoi? Vous avez peut-être 100 balles en cash dans les différents portefeuilles, et les bijoux, il va pas les revendre à la valeur où vous les avez achetés, hein, parce qu'il va les revendre à quelqu'un qui achète de l'or sans poser de questions, c'est-à-dire que le mec il va acheter au poids, peu importe le bijou que c'est, et il va en tirer 50 balles. Et alors bon, par contre, ce qu'il arrive parfois, et c'est arrivé justement dans mon patelin, c'est si jamais il trouve rien par frustration, il vous retourne la baraque et il vous casse des trucs. Donc là, ça fait tout de suite plus chier. Mais bon, pour dire que voilà, il faut... Il y a des cas de séquestration sur les personnes âgées, souvent vulnérables. Ouais. Mais merci Ulkioratz pour le renouvellement. Mais du coup, il faut arrêter avec les clichés, que ce soit sur les cambriolages, les armes à feu, etc. Et encore une fois, quand on dit le port d'armes comme ça, bah, c'est comme l'a dit Fabien, c'est déjà partiellement existant. C'est existant dans des pays pas si lointains. C'est pas la peine de traverser l'Atlantique pour aller chez les Cowboys. Et le but, c'est pas de tirer sur tout ce qui bouge, etc. C'est que psychologiquement, il y ait un effet dissuasif. Si un mec rentre dans une poste en disant « je vais lui piquer la caisse en le braquant avec mon couteau de cuisine », eh ben peut-être que derrière moi, il y a un mec qui, tout à fait légalement, peut me mettre en joue, me dire de me mettre à genoux, de mettre les mains derrière la tête et d'appeler les flics. Voilà. Exactement.
Voilà. Donc, encore une fois, les arguments qui font appel à l'affect, oui, mais une arme c'est fait pour tuer, oui, mais il y a des tas de morts aux États-Unis, etc. C'est pas la question. Encore une fois, c'est pas la question. Et je le redis, si je vous mets dans une pièce, refaisons l'expérience de pensée, là, vous qui êtes dans le chat. Je vous mets dans une pièce et je vous pose un de ces jouets-là sur la table. Si la première chose que vous vous dites, c'est « Ah, je pourrais tuer quelqu'un avec », le problème, c'est pas l'objet, c'est vous. Parce que moi, quand je rentre dans une pièce et qu'il y a ça sur la table, hein, je me dis « Ah, qu'est-ce que tu es en train de cuisiner ?» Quand je rentre dans une pièce et qu'il y a ça sur la table, quand il y a celui-là, je me dis « Oh, il est trop chouette, tu l'as acheté où ?» Quand il y a celui-là, je me dis « Ah, t'étais quand au stand de tir ?» Mais je me dis pas « Je vais le prendre et je vais faire un massacre. » Et donc, peut-être que la différence entre un tireur sportif ou quelqu'un qui a une psychologie un peu correcte avec les armes, un état d'esprit un peu correct avec les armes, et vous, eh ben, c'est peut-être ça. Et mon fils, il aura jamais aucun problème avec ça. J'ai plus peur qu'il chope le couteau que le gun. Parce que le gun, il est dans son coffre-fort, il est en sécurité. Quand bien même lui serait accroché au-dessus de la cheminée, le seul risque qu'il y aurait, c'est à cause du poids de l'objet. Mais c'est exactement la même chose s'il fait le mariole avec la télé qui peut lui tomber dessus. Le couteau, il peut se couper avec, mais le plus intelligent pour pas qu'un gosse se coupe avec un couteau, c'est de lui apprendre à s'en servir correctement. Attention, la partie là, elle coupe, etc. Pas en dessous d'un certain âge, évidemment. Et juste pour vous dire, mon stand de tir à moi, je ne vais pas vous dire où parce qu'ils vont encore recevoir des coups de fil, il y a énormément de gosses qui viennent tirer. Et j'ai bien dit des gosses, hein, moins de 10 ans. En général, ils tirent à la 22, à 10 mètres ou des trucs comme ça, mais ils tirent, les gosses. Et ils possèdent leur arme à feu. Légalement, elle est au nom des parents, mais c'est la leur quand même. Et c'est eux qui la rangent dans le coffre, c'est eux qui la nettoient, etc. Donc, si j'ai des gosses un jour et que j'ai des armes à la maison, la première chose que je vais faire, c'est leur apprendre la sécurité. Tu ne le manipules jamais si papa est pas là. Si jamais tu viens à le manipuler, tu vérifies d'abord qu'il est en sécurité, etc. Et il y a des gosses de 10 ans qui sont capables de respecter ces règles. Donc si des gosses de 10 ans sont capables de respecter ces règles, et encore une fois, est-ce que vous pouvez me trouver un fait divers où il y a un gosse qui s'est tiré une balle avec sa propre carabine de 22 en France ? Je pense que vous allez galérer, d'accord ? Oui. C'est pas parce que c'est les gosses qui peuvent pas être responsables. Je veux dire, c'est exactement comme les clés de bagnole. Vous laissez pas traîner les clés de bagnole de peur que le gosse il essaye d'aller faire un tour avec. Et si jamais les clés de bagnole traînent, le gosse normalement il sait que la bagnole c'est fait pour les adultes, qu'il faut un permis, etc., etc. Donc encore une fois, non, j'ai aucun problème à ce qu'un enfant manipule une arme, parce que encore une fois, c'est déjà le cas. Et si c'est le cas chez moi, ça doit être partout, ça doit être le cas un peu partout en France dans les clubs. Hein, ça m'étonnerait que mon club soit le seul à faire du tir avec les gosses à la 22 long rifle. Voilà. Et il n'y a aucun problème, parce que les gosses sont responsables et ils savent comment on manipule une arme, ils font pas les marioles avec, etc., etc. Mais c'est pour ça que, tu vois, moi, je serais vraiment pour que les gens qui s'intéressent aux armes à feu, si vraiment c'est quelque chose qu'ils aiment, de s'inscrire dans un stand, d'aller voir, ne serait-ce que faire une visite, tu vois, de franchir le pas. Et moi, j'aimerais qu'il y ait plus de détenteurs légaux d'armes à feu. Alors, et c'est vrai que ça, tu as fait un bon travail là-dessus en parlant de l'univers du jouet et de l'arme en tant que jouet. Et je pense que s'il y avait plus de personnes qui considéraient cet objet comme un loisir, hein, qu'à la base, chez nous, c'est pour du loisir, ah oui. Et ben ça fait un peu avancer les choses au niveau de l'imaginaire. Et comme tu disais, pour les enfants, plutôt que d'interdire les choses, leur montrer ce que c'est. Parce que plus tu interdis quelque chose, alors plus ça va déchaîner la jalousie, les passions. Et plus ça devient intéressant. Plus tu l'interdis, plus ça devient intéressant. Et alors, je vais vous faire je vais vous faire deux expériences de pensée. La première, c'est imaginons, et non, le but c'est pas de tout légaliser, mais putain, mais vous faites des raccourcis, mais c'est n'importe quoi. Bon, je vais vous faire une expérience de pensée. Imaginons, demain, on vous passe un coup de fil, papy est mort. D'accord ? Alors, au-delà de tout ce que ça implique, l'enterrement, le machin, bon, maintenant, il faut vider la maison de papy, on va la mettre en vente. Vous rentrez dans la maison de papy et au fur et à mesure que vous videz les meubles, etc., vous tombez sur un vieux fusil de chasse au grenier. À votre avis, qu'est-ce qui est le mieux ? Que vous en ayez déjà manipulé un et que vous sachiez comment ça marche, ou que vous n'en ayez jamais manipulé ? Parce qu'en vrai, papy, a priori, quand il allait à la chasse, il n'avait pas la formation qu'on a aujourd'hui, et si ça se trouve, papy, il stockait son fusil chargé justement parce qu'il avait peur des cambrioleurs. Donc vous tombez sur le vieux fusil de papy. Alors il faut bien se dire qu'une cartouche qui a 30 ans, elle peut encore parfaitement partir, hein, il n'y a pas de problème, voilà. Donc vous tombez sur le fusil de papy.
Est-ce que vous êtes sûr que vous allez le manipuler en sécurité? Parce que moi, concrètement, si je tombe sur le fusil de papy, il n'y a pas de problème, le coup, il partira pas. Et ça, c'est une expérience de pensée, mais c'est très courant. Parce que la majorité des calibres 12 qu'il y a encore en France, qu'on retrouve régulièrement, qui sont régulièrement ramenés en armurerie ou quoi, c'est « Ah, j'ai trouvé le fusil de papy ». Donc c'est pas du tout un truc, c'est pas une fiction. C'est quelque chose qui arrive souvent. En France, les armes les plus répandues, c'est les carabines en 22 long rifle et les calibres 12 de chasse. Et souvent, ça appartenait à papy, ça appartenait à tonton, machin, et ça traîne dans le grenier. Ça date d'une époque où ils n'étaient pas déclarés comme aujourd'hui. Et les vieux qui, comme je le lis dans le chat, les vieux qui stockent le fusil monté, chargé dans l'armoire, c'est du déjà vu. Absolument. Et donc là aussi, je dis pas que vous devez tous aimer les armes, je le redis, je suis pas là pour vous dire acheter des guns. Je dis juste, si vous savez comment ça marche, et si vous connaissez les règles de base de sécurité, le jour où vous tombez sur le 12 de papy, eh ben vous savez comment l'ouvrir et vérifier qu'il est vide. Voilà. Et pour la deuxième expérience de pensée, c'est maintenant tous les gens en France qui sont tireurs sportifs. Je le disais, il y a 200 000 licenciés, d'accord? Donc ça fait potentiellement 200 000 personnes qui ont au moins une arme à la maison. Alors d'abord, première chose, légalement, une arme, ça se stocke en sécurité. Vous n'avez pas le droit de la stocker, charger, etc. Enfin, à l'exception des je crois, les catégories B, mais si c'est le cas, elles sont dans un coffre-fort qui est fermé. Donc le coffre-fort fermé, normalement, le gamin de 5 ans, il ne sait pas l'ouvrir. Ensuite, vous avez un gamin un peu plus âgé qui sait où est la clé du coffre, etc. Donc si vous lui dites « tu touches surtout jamais à ça », le gosse, il va avoir envie d'y toucher. Ou alors, vous lui expliquez comment ça marche, vous lui expliquez que c'est dangereux, exactement comme la voiture, etc. Et si vous regardez les statistiques des accidents sur les armes légales en France avec les gamins, etc., eh ben vous comprenez que finalement, c'est pas tant un problème que ça. Il y a beaucoup plus de gamins qui se font mal, voire très mal à l'équitation, qu'avec le pistolet de papa. C'est con, mais si vous constatez juste ce qui se passe en France, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème parce que les gens qui ont ça à la maison savent comment ça marche la sécurité, parce que pour obtenir ça, je vous garantis qu'il a fallu en passer par des trucs, hein, entre les tirs de contrôle, tout le merdier, vous l'obtenez pas comme ça. Donc vous avez déjà un petit peu les bases de sécurité, donc si vous avez un lardon à la maison, vous faites la même chose. Mon armurier, par exemple, qui m'a vendu celui-là, hein, donc il est spécialisé dans les armes à poudre noire et il est champion d'Europe de tir aux armes anciennes. Son fils tire aussi, et son fils, c'est un rikiki, hein. On était une fois au stand de tir, il m'a fait essayer plusieurs armes longues, hein. Il avait des mousquets napoléoniens, des trucs comme ça. Et pendant que je manipule l'arme, c'est le gamin qui me dit « Tu fais attention, hein, tu mets jamais le canon vers quelqu'un ». Le gosse, il avait 5-6 ans, il me dit ça. Voilà, donc on peut responsabiliser les gosses aussi là-dessus, hein. Et l'alcool aussi. C'est pareil, c'est très compliqué, hein. Moi, je me rappelle avoir entendu des remarques sur une vidéo où on voit des enfants, alors là, je crois que c'était aux États-Unis, mais alors, et qui manipulaient des armes de catégorie B, et tout de suite, oh, c'est n'importe quoi, les enfants, etc. Mais tu connais pas le contexte, tu connais pas Oui. Effectivement, c'est de la responsabilisation. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il tire tous les jours, le gamin, mais voilà, le fait de leur faire toucher du doigt ça, c'est pareil. C'est comme le four de chez toi. Tu lui dis attention, ça peut te brûler si tu touches. C'est pareil. Voilà, on essaye de former nos Ouais, enfants. alors ça me fait penser à un truc. T'as déjà dû voir ça. Je sais plus si c'était dans Bowling for... Non, pas Bowling for Columbine. Si, peut-être. Enfin bon, bref. À un moment, il y en a un qui dit regarde comme c'est honteux. Ce mec, il a acheté une carabine rose pour sa fille de 10 ans ou je sais pas quoi. Alors vous vous dites oh mon Dieu, regarde les États-Unis comme c'est n'importe quoi et tout. Juste pour rebondir sur les gamins qui tirent en France. Alors j'ai pas vu de carabine rose, mais j'ai vu des carabines vert pomme, par exemple. Oui, Voilà. oui, non, mais c'est ça. Donc Tu regardes chez le voisin avant de regarder chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut arrêter de tout le temps prendre l'exemple des États-Unis en disant oh regarde ils font n'importe quoi, parce qu'en France aussi il y a des gamins qui ont des carabines colorées parce que c'est des gamins qui sont adaptés à la physionomie d'un gamin aussi. Hein, c'est des armes pour enfants avec le poids d'une arme pour enfants, le calibre d'une arme pour enfants, etc. Il faut C'est marrant parce faut que mettre ça en perspective. tu n'auras jamais ce problème-là. Tu mets un gamin avec un fusil de chasse à sa taille, hein, tu vois, en calibre 20 ou autre, pour le ball-trap, les gens vont tout de suite le reconnaître en tant que sport parce que tu as la discipline olympique, parce que tu as, parce que tu as le côté visuel. Ça ressemble pas à une arme de guerre, ça ressemble vraiment à une arme de chasse. Donc, ça n'a rien à voir.
Bah Ouais. si, tu peux faire Bah si. autant de mal avec l'un qu'avec l'autre. C'est C'est ça le, qui est c'est ce que je très disais, c'est ce que je intéressant. disais la dernière fois. Euh, Oui, Tu as exactement la même cartouche qui rentre dans ton fusil de sport Baltrap que dans le fusil à pompe des forces de l'ordre. C'est ouais, ouais. exactement le même. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a certaines armées qui utilisent le calibre 12 aussi. Voilà. Mhm. C'est Oui, tout à fait, je suis exactement la d'accord. même munition que tu mets dans ta 5,56 de chasse que tu mets dans un FAMAS. C'est la même balle. Oui, 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 oui. Voilà. Je C'est le terme 5,56 de chasse m'a un peu perturbé. Oui, non, mais parce qu'on l'appelle pas la 5,56 de toute façon. Mais je veux dire, La 223, oui, oui, oui. voilà, c'est le 223 Remington, mais c'est la même balle. Voilà. Donc il faut arrêter de se dire il y a une arme qui est conçue pour, il y a une arme qui est pas conçue pour. Moi je le dis toujours, mon fusil de balle trap, il est optimisé pour le balle trap. C'est une très mauvaise arme. Par exemple, si je veux flinguer le cambrioleur, ça va pas marcher. Le canon est beaucoup trop long, je vais me cogner dans les couloirs. Ça marche juste pas, d'accord. Ce fusil, il est optimisé pour casser de l'argile. Mais en vrai, le fonctionnement, c'est le même que n'importe quelle arme, etc. C'est toujours une douille avec de la poudre dedans qui projette un projectile, etc. etc. Et très La bien vraie chasser avec, ça différence, t'empêchera pas. la vraie différence, c'est qu'est-ce que tu décides d'en faire. Si je veux faire un attentat demain avec, je peux. C'est pas pour autant que je vais le faire. Mais si demain, je veux faire un attentat et que je suis fiché S et donc que je peux posséder aucune arme, etc., je vais prendre une bagnole. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'intention de la personne. Et quand tu mets ça, je préfère largement voir un tireur sportif avec une arme de guerre ou un truc comme ça. D'ailleurs, en France, c'est compliqué, mais vous avez des fusils d'assaut qui existent uniquement en semi-auto et t'as des gens qui débarquent au stand de tir avec ça. Je préfère voir un mec au stand de tir avec ça et il va s'amuser avec et il va dire hey, t'as vu, il est trop joli, regarde, je l'ai acheté à tel endroit, j'en ai chié pour l'avoir, c'est le modèle tant et tant de collection, machin truc, tout ça, et tu veux l'essayer. Je préfère ça plutôt que de voir un mec radicalisé avec juste ça. Oui. C'est tout. Est-ce que tu as des questions du chat? Là, moi, je vais devoir partir dans un quart d'heure. Tu vois, si on peut faire une petite réponse même si c'est des questions un peu redondantes, c'est pas grave. L'important, c'est On va, d'essayer de dialoguer autour de ça, tu vois. on va faire ça. Alors, on va attendre quelques secondes à cause de la latence. On va voir s'il y a des questions qui tombent. J'essaie d'en trouver des pertinentes et je te les pose. Même des pas pertinents, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Bon, ben, j'ai encore des accusations de mauvaise foi ou des trucs comme ça, mais encore une fois, les gens, essayez d'allonger des arguments plutôt que de l'affect. Renseignez-vous. Ouais. Et le mec radicalisé, tu préfères qu'il ait un couteau ou un semi-auto? Bah, je préfère qu'il ait un couteau, mais il va avoir du mal à se procurer le semi-auto légalement en France. Et s'il veut se le procurer de manière illégale, tu peux mettre toute la législation que tu veux sur les armes, ça l'empêchera pas. Oui, c'est ça. Ah, pas pour moi, la mauvaise foi? D'accord. Ok. Après, un couteau, ça fait pas de bruit, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, Ouais, c'est ça. Alors que l'arme à feu, dès le premier coup de feu, tu sais qu'il se passe un truc dans le quartier. et puis les gens, les gens, ils sont alertés maintenant. Hein. Ça devient une réaction. Hein. C'est quoi le petit bidule cuivré sous le canon du pistolet? Ça, là? Ah, c'est juste une pièce mécanique, ça c'est rien. Ce live est sponsorisé par Remington, Beretta, Winchester et compagnie. Non, il est sponsorisé par Lepage, Glock et Sabatier. Et NordVPN. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme question? Je comprends, c'est vrai que pour la compétition, le plomb c'est mieux. Ben non, ça dépend de la discipline. Hein. Au ball trap, le plomb, c'est des plombs. Réglementaire qui consiste à récupérer des armes qui ont été en fonction dans des armées. Ça dépend la discipline. Il y a le Donc, Dauphinois qui dit où est-ce qu'on en est pour le port d'armes citoyen concrètement? Moi, je pense que c'est mal barré parce qu'aujourd'hui, la politique est vraiment pas à ça. Mais du coup, Fabien, tu le sais probablement mieux. Voilà, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, il y a des propositions de loi qui sont régulièrement proposées par des sénateurs, des députés, pour autoriser le port d'armes hors service de certaines forces de l'ordre qui n'ont pas encore cette opportunité, comme les polices municipales par exemple, les militaires de carrière, et ils aimeraient bien aussi étendre aux retraités de l'arme, retraités, donc police, gendarmerie, etc., retraités de l'arme, réservistes de la gendarmerie, par exemple. Un réserviste n'a pas le droit de porter une arme hors service, alors qu'un gendarme, par exemple, peut. Voilà, donc il y a des propositions de loi qui sont faites en ce sens. Pour l'instant, ça ne matche pas, hein, mais il y a eu au moins quatre occurrences là-dessus, hein, quatre fois des propositions à des années différentes. D'accord. Donc, je pense que ça, on va y arriver.
Et après, il manque plus grand-chose pour que des citoyens qui font la demande et qui répondent à certains critères, comme on l'explique, puissent avoir un port d'armes pour défendre leur propre personne. Pour moi, c'est un droit qui devrait être inaliénable. D'ailleurs, il paraissait tellement évident qu'il n'a pas été inscrit dans la Constitution, mais normalement, ils y en ont parlé. Hein. Vous allez voir sur le site internet de l'ARPAC, on en parle justement là-dedans. Et c'est pour ça qu'avant 1839, on avait un port d'armes qui existait. Absolument. Alors, il y a Testel qui dit est-ce qu'il n'y a pas un risque de laxisme de l'administration pour gérer des autorisations de port d'armes qui viendraient en surplus des demandes sportives? Tu sais, déjà, rien que pour avoir une arme, comme ça, c'est compliqué. Alors, le port d'armes, j'ai pas trop peur de ce côté-là. Il y a certains, il y a des papiers que j'ai attendus 6 mois pour ça dépend des départements, oui, exactement. Il y a des départements où il y a moins de tireurs, ça va aller plus vite. Il y a des départements où il y a des grosses villes où là, ça va pédaler dans la semoule parce qu'effectivement, il n'y a déjà pas beaucoup de monde pour gérer ça. Et c'est dommage parce que nous, on est pour justement qu'il y ait un contrôle efficace, que ce ne soit pas délivré à n'importe qui, n'importe comment. Ouais, alors je voudrais juste réinsister sur ça une seconde, hein, parce que quand j'avais dit je suis pour un port d'armes citoyen, etc., le raccourci c'était Astronogeek, il a des armes illégales, il est pour qu'on puisse se promener comme au Far West, etc. Mais je le redis juste que les conditions de l'ARPAC sont extrêmement strictes. En fait, en gros, les conditions de l'ARPAC, si je devais résumer, je dirais que pour avoir un flingue, tu dois avoir à peu près la même formation que quelqu'un des forces de l'ordre. Et c'est limite. Alors, ça dépend des forces de l'ordre, mais parce qu'il y en a où c'est un peu juste. Même pour les forces de l'ordre, c'était un peu juste et ils ont un peu rehaussé la donne. Par exemple, pour la police nationale qui doit certifier d'un entraînement très régulier pour avoir une arme hors service. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, mais voilà, c'est de plus en plus. Hein? T'as une voix un peu robot, mais c'est bon. J'ai une voix un peu robot. Ouais, donc la connexion doit être un peu légère là. Je sais pas ce qui. Ouais, c'est les ovnis. Il y a eu un chemtrail au-dessus de nos têtes. C'est ça. Ouais, donc a priori la connexion est un peu light. Alors attends, ce que je vais faire, comment je peux faire pour alléger là? Parce que bon, moi après. Non, là je peux rien faire. Mais on pourra dire le mot de la fin là si tu arrives à stabiliser le. Bah, moi je te vois, c'est juste que les gens me voient pas, mais bon, il y aura le replay de la vidéo au pire du pire. Je t'entends mal. Alors là dans le chat ils sont tous en train de dire ah là là, bah, le coup est parti tout seul dans la livebox. Ouais, ça galère un peu, putain, ouais, je sens que j'ai une grosse latence avec toi aussi. Ouais, bon, bah, la connexion n'a pas l'air stable. Ouais. Au pire, bon, bah, on a encore 10 minutes hein, avant qu'il faille que tu te barres. On va essayer de récupérer. Il y en a qui disent un swatting, là, mais non, de toute façon, il n'y a pas de problème. On croise les doigts, ça va revenir. Et puis sinon, de toute façon, moi, je les récupère après. Je leur dirai au revoir de ta part, mais on va y arriver. J'avais une question à laquelle tu peux réfléchir. Ouais. Par rapport à tes premières vidéos sur l'arme à feu, est-ce que tu as eu beaucoup de retours, que ce soit positif ou négatif, par rapport à ça? Est-ce que les gens t'ont beaucoup sollicité par rapport à ton point de vue là-dessus? Oh bah, ça a été globalement, j'ai eu, bon, comme d'habitude, hein, il y a des gens qui te disent que tu es un cow-boy du Far West, et globalement, sinon. Je t'entends. Tu m'entends toujours là? Oula. Ouais, c'est mieux là, ouais. Ouais, donc je disais, en fait, j'ai. Bon, comme d'habitude, hein, il y a des gens qui se servent de ce genre de trucs pour faire des hommes de paille et des attaques gratos comme ça. Et après, globalement, bah, les gens comprennent parce que bah, j'essaie d'avancer des arguments en fait. Donc forcément. Oui, tu argumentes, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Le but, c'est pas juste de dire oh là là, les guns! Non, c'est. Putain, c'est bon, toujours... tu sais comme d'habitude, le type qui lit juste le titre de la vidéo et puis qu'il prend des raccourcis. Ah, je crois qu'on est de retour. Je crois qu'on est doucement de retour. Je vois. Ouais. Ouais, c'est figé encore. Ah merde, non, c'est reparti, je crois. Aïe, aïe, aïe. Attends, ce qu'on va faire, je vais passer. On a pu quand même bien débattre, c'est intéressant. Ouais, mais ce qu'on va faire, je vais passer juste en vocal, histoire d'alléger déjà un peu la bande. Donc je vais. Vas-y. Comment que j'arrête ce truc? Comme ça, voilà. Et normalement, tu es toujours avec moi, tu m'entends toujours? Ah putain, il m'entend plus. Tu m'entends toujours Pas bien. Est-ce que tu es toujours avec moi?
Ouais, tu Ouais, m'entends? alors, ouais, essaye voir de couper la caméra chez toi, en fait. Ouais, bouge pas. Voilà. Et là, ça devrait alléger un petit peu ma connexion, parce que j'ai l'impression que ça vient d'ici, en fait. Si tu m'entends mal. Hmm. Arrête de télécharger des films, Je Guillaume. t'entends là. Ouais. Bon, mais ça arrive toujours dans ce genre de moment, c'est toujours casse-couille. Et je peux pas baisser la qualité de la vidéo en direct, là, c'est chiant. Mais bah, c'est revenu, mais est-ce que ça va rester? C'est de nouveau un peu en diaporama. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas la mise à jour de Flight Simulator non plus, j'ai tout qui est coupé. C'est chiant. Merci. C'est chiant quand ça fait ça. Ouais, on est de retour, mais on est de retour en diaporama, les gens, je suis désolé. On était globalement en train de conclure, hein, de toute façon. Je sais pas sur quoi ça a coupé, à quel moment vous nous avez perdus. Ouais, malheureusement, ça va être un peu en diaporama. Moi, je suis désolé, hein, on va faire avec le son. À quel moment vous nous avez perdus, les gens? Ouais, s'ils veulent une question pour terminer, ce serait bien. Éventuellement, ouais. Cette connexion est 100% maintenue par Orange Télécom MDR, ouais. Donc j'ai juste coupé la caméra de Fabien en me disant que ça allait alléger un petit peu la bande passante. Dis, je suis lourd. Oui, voilà, t'es lourd. C'est ça. Et manifestement, les gens ont le son, mais ouais. Légalement, j'ai le droit d'avoir mes armes sur la table comme ça, bien sûr. Elles sont censées être dans un coffre quand je les stocke, mais si j'ai envie de les nettoyer, si j'ai envie de vous en faire la démonstration, etc., qu'est-ce qui m'en empêche? Mais bon, dès que c'est fini, je vais aller les ranger, hein, vous en faites pas. Donc on a le son, et je sais pas à quel moment ça a coupé en fait. De quoi est-ce qu'on était en train de parler, les gens? T'as des retours? Il y a de la latence, donc je vais attendre la réponse. Alors, on me dit, est-ce que c'est pas aussi un peu lié à la mauvaise image des chasseurs, cette peur pour les armes? Alors, peut-être, mais là aussi... La mauvaise image des chasseurs, elle vient pas forcément d'eux. Hein. Elle vient pas des forcément... médias, hein. C'est pas forcément eux qui se mettent. Aussi, et puis il faut... Bon, après, c'est vrai que les accidents de chasse, il y en a beaucoup eu par le passé. Mais il faut aussi se dire... qu'ils sont en pleine dégringolade, statistiquement, les accidents de chasse. Parce qu'il existe un nouveau permis de chasser, pas permis de chasse, hein, permis de chasser, qui est extrêmement rigoureux sur la sécurité. Et... D'ailleurs, bravo, tu l'as passé, toi. Hein? Tu l'as passé, toi. Oui, absolument, je l'ai passé parce que je ne suis pas chasseur, mais j'ai des amis qui l'ont passé, qui ont dit tu veux venir avec moi, et oui, je l'ai passé, et c'est extrêmement rigoureux au niveau de la société, tu perds des points pour un rien, pour le moindre truc, t'es dehors. Et donc c'est très bien parce que ceux qui, du coup, arrivent à le passer sont formés à fond sur la sécurité, et on constate, alors en tout cas quand je l'ai passé il y a quelques années, la statistique qui nous présentait, c'était 93% des accidents de chasse sont causés par des gens qui n'ont pas le permis actuel qui existe depuis maintenant, je sais pas, une dizaine d'années ou un truc comme ça. C'est principalement des vieux qui n'ont pas reçu la formation à la sécurité et qui respectent pas des trucs comme ce qu'on appelle la règle des 30 degrés, c'est-à-dire dans les battues par exemple, jamais un canon pointé à moins de 30 degrés d'une autre personne, ce genre de choses. Quoi, voilà. Arnaud, j'espère que salut, tu c'est maîtrises Nico. mieux Ça va, Fab et Nico? Salut Nico. Alors je Fabien, juste pour vous dire que le stream, les images, c'est une cata en fait. d'accord, mais le son c'est bon ou... Nico, tu m'entends? C'était une cata alors. Oui, mais le son, tu m'entends? Oh putain, je vais y arriver. Nico, est-ce que tu m'entends? Est-ce que le son est bon? Le son est bon, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, mais c'est surtout au niveau des images où il y a. Ouais, mais malheureusement, il va falloir qu'on fasse avec. Là, de toute façon, là, Fabien va devoir nous quitter dans quelques minutes. Donc, je vais lui laisser dire au revoir à tout le monde. Et puis après, je vais peut-être. Je vais couper le stream. Déjà, comme ça, on restera bien sur le sujet. Et puis après, j'en relancerai peut-être un sur autre chose. Ou j'en sais rien. Enfin, on verra, bref. Voilà. Donc, Fabien, tu as le mot de la fin.
Ça marche, bien reçu. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et la visibilité pour l'association. Donc, je répète, l'ARPAC, l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Allez faire un tour si l'idée voilà, vous intéresse ou si vous avez des questions là-dessus. On a des statistiques, on a voilà, des discours pour un peu éluder ce qu'est l'hoplophobie, etc. Donc n'hésitez pas, on parle même d'histoire du port d'armes qu'il y a eu avant, enfin bref. Donc plein de choses. Et puis parler autour de vous que, voilà, que les armes à feu, ben, il faut savoir ce que c'est avant de dire n'importe quoi. Hein, et voyez-le effectivement comme un outil, alors qui peut être dans des mauvaises mains dévastateur. Et puis voilà, nous Ça on sait faire reprise. de le... Ça refrise. Ouais, Ah, ça me fait reprise. chier. Ouais. Bon, bah, c'est tout, voilà. Écoute, c'est pas grave. Malheureusement, là, ouais, j'y peux pas grand-chose. Mais bon, du coup, Fabien, bah, pour la peine, on va te dire bonne fin de journée. Normalement, moi, j'ai la Ouais, fin de c'est la gentil. vidéo, j'ai enregistré le truc de mon côté. Je te filerai tout ça. Tu pourras le mettre sur ta chaîne YouTube. Allez, Et puis allez, ça voilà. marche avec plaisir. Et puis, ouais, et puis moi, je vais couper le truc et le relancer, je crois, parce que là, c'est vraiment. Allez, salut Fabien, du coup. Hein. Bye bye, Bonjour et au merci à revoir. vous. Hein. Bye bye, Ouais, à alors plus. Fabien, juste en 2 mots, Nico, Ouais. c'est un collègue et qui fait aussi la modération sur ma chaîne Twitch, voilà. Ouais. Donc il a aussi, Oui, il je a me aussi, doutais qu'il aussi n'était accès pas au là pour rien. Discord. Quoi. Ouais, voilà. Ça D'accord, marche, ok, nickel. ça marche. Allez, bye bye. À plus. Ouais, à plus, salut. Merci à Écoute, toi. Nico, par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être carrément couper Discord aussi. Donc, parce que ça bouffe aussi de la bande passante. Donc ah bah il est parti. Et puis là, Nico? Non, il est plus pour moi. Ok. Bon, alors je vais couper le stream. Je sais pas si vous m'entendez. Je vais couper le stream, comme ça celui-ci restera dans le sujet, voilà. Et je vais en relancer un après, et puis on peut éventuellement discuter 2 minutes si vous voulez. Comme ça, parce que je vois qu'il y en a, ça les turlupine, la question des battus. Je vais vous expliquer comment ça se passe en battu. Enfin bon, bref. À tout de suite, quoi. Hein.